Avec l'association La Maison, on a rencontré Yves-Marie Lelay, auteur du livre Algues vertes, un scandale d'État. Comment comprendre les pratiques agricoles d'hier, expliquer celles d'aujourd'hui et inventer celles de demain? Réponse tout de suite dans une nouvelle interview pour La Maison. On a organisé un ciné-débat au Cinéville de Concarneau avec La Maison sur le film Les Algues vertes qui est sorti en 2023 et qui a été réalisé par Inès Léraud et Pierre Jolivette. Oui. Donc on avait la chance d'avoir deux intervenants, Nicolas Forêt d'Eau et Rivières de Bretagne et Yves-Marie Lelay qui est juste ici. Donc je suis président d'une association qui œuvre surtout sur le nord de la Bretagne, sur la totalité du département des Côtes-d'Armor et d'une partie du département du Finistère jusqu'à Morlaix. Et nous défendons l'environnement sous toutes ses formes. Donc les marées vertes sont une grave perturbation sur l'environnement, donc il est normal que nous nous attaquions à ce problème-là. Voilà. Pendant cette séance, justement, on a pu voir que c'est un problème qui est encore très persistant et qui réveille aussi beaucoup de débats chez certaines personnes. La séance a été très animée hier soir. Et est-ce que vous voudriez nous dire comment est-ce que vous l'avez vécu? Alors, vous dites que la séance était très animée. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire elle a été désanimée par deux personnes qui n'étaient pas là pour parler du film, mais étaient là dans une intention de déranger les deux animateurs. C'est ça qui est important, et c'est une démarche tout à fait ordinaire de nos adversaires qui tournent autour de ce qu'on appelle le complexe agro-industriel. Donc c'est une stratégie habituelle que l'on voit dans des réunions publiques où l'objectif n'est pas tant de débattre que de déstabiliser les intervenants pour pouvoir les disqualifier et disqualifier leurs propos. Bon, là, on a eu une procédure tout à fait ordinaire de ce genre de politique qui est pratiquée. Ce qui est dommage, c'est que ces deux interventions ont littéralement cannibalisé le débat, au point où il y avait certainement d'autres personnes qui auraient voulu poser des questions et qui en ont été empêchées, parce qu'en 1 heure de temps, ils ont occupé, on peut dire, la moitié du temps, quoi. Voilà. Et ça, c'est leur objectif. Mais vous pensez que ça peut aussi être le reflet de ce qui se passe à plus grande échelle? On entend peut-être souvent justement les mêmes voix, les mêmes personnes, et d'autres sont mis sous silence, on n'entend pas tout le monde en fait. Oui, c'est le reflet. Finalement, ce débat, c'est le paradoxe. Dans ce débat, on n'a pas parlé du film. C'est quand même un comble, puisque le débat était sur le film, on n'a pas parlé du film. Et pour autant, c'était le reflet de l'esprit du film. Ce qu'a vécu Inès Léraud, on l'a vécu dans une moindre mesure à travers ce débat. Oui, c'est ce qu'on disait, en fait, on a eu l'impression d'être dans le film. Ouais. Il y avait ces gens qui se sont mis à vous attaquer, on a perdu le contrôle du micro. Ouais. Et puis à la fin, il y a des chiffres qui sont lancés de partout. Il y a le maire de Saint-Yves qui était présent, qui est arrivé à la fin avec un dossier. Ouais. C'est dur de savoir quoi faire face à tout ça. Et on a vu aussi hier qu'il y avait des chiffres de lancés dans tous les sens, des données, des dates, plein de choses. Comment on fait en fait face à un sujet aussi gros et aussi important pour savoir, pour se faire une opinion, pour réussir à gérer tout ça justement? Ouais. Bon, il y a une devise des Shadocks. Vous n'avez pas connu les Shadocks, mais il paraît que ça va ressortir. Il faudrait que ça ressorte. Bon. Il y a une devise des Shadocks que j'aime bien. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et là, la manière de compliquer tout, c'est d'aligner des chiffres, d'aligner des anecdotes et tout. Et puis, on l'a vu, la conclusion d'un des intervenants, oui, bien sûr, l'agriculture est responsable, mais elle n'est pas la seule. Il y a les stations d'épuration, il y a les particuliers, il y a ceci, il y a cela, et on noie le poisson. On rend un problème simple compliqué. Et donc, pour compliquer, c'est bien de balancer des chiffres, quoi. Alors, les chiffres dont on ne connaît pas l'origine, quoi. Et donc, il faut se servir des chiffres, mais pour se servir des chiffres, il faut prendre ceux qui sont imparables et en utiliser peu. Parce que si on aligne des chiffres, ça n'intéresse plus personne. Et donc, moi, les deux chiffres clés qui sont importants, il y en a trois même, je dirais, c'est celui du taux de nitrate dans les rivières pour qu'il y ait marée verte.
donc moins de 10 mg de nitrate, donc il faut de l'eau de source, important. Sinon, il y a des excédents d'azote dans les baies algues vertes, il y a des algues vertes. Deuxième chiffre que je n'ai pas énoncé hier, quelle est la superficie cultivée qui provoque des marées vertes dans les 8 baies qui font l'objet d'un plan algues vertes? Ça correspond en Bretagne à 7,5% de la surface agricole utile. Alors il y a des marées vertes au-delà de ces baies, hein. On est bien d'accord. Mais il n'empêche que c'est 7,5%. Donc, depuis le temps qu'il y a des plans algues vertes, comment se fait-il que c'est sur 7,5%, on ne se soit pas attaqué au système agricole, je dis bien le système agricole qui produit les marées vertes? Personne ne veut bouger là-dessus. Donc, même sur 7,5% de la surface agricole utile. Donc, ça signifie que on est dans un système qui ne veut pas sortir du système. Un grand classique. Et puis, le troisième chiffre important, c'est celui, et je n'ai pas pu le dire hier aussi, c'est dommage, c'est celui de la participation, entre guillemets, de l'agriculture aux excédents d'azote qui, des terres par les rivières, arrivent à la mer et nourrissent les algues vertes. Eh bien, ces excédents d'azote sont à 90 à 95% d'origine agricole. Alors ça, c'est des chiffres qui sont facilement vérifiables. C'est des chiffres qui ont été démontrés par des études, ni plus ni moins. Donc, voilà, 3 chiffres. Moi, déjà, ces 3 chiffres-là, ça me suffit. On peut expliquer plein de choses à partir de ces 3 chiffres. Pas la peine d'en balancer à qui mieux, parce que c'est complexifié pour noyer le poisson. Mais vous n'avez pas aussi l'impression que des fois, le débat, il est polarisé entre les défenseurs de l'environnement et les agriculteurs en face? Si, c'est un exemple hier. C'est un exemple hier. Quand l'un des intervenants hier disait il faut de la concertation. La concertation, on a vu comment elle se produisait hier, et on voit comment elle se produit à l'échelle régionale. La concertation, c'est le refus du sage de la Vilaine qui protège l'eau de boisson, des rennais. Eh bien, ce sage avait imaginé la fin des pesticides sur les zones où on capte de l'eau. La FNSEA a dit non, et ils ont fait le forcing. Ils ont interrompu la réunion du sage, et ils ont réussi à faire en sorte que le Premier ministre, M. Lecornu, suspende les décisions du sage, ce qui est complètement illégal. Donc un moratoire sur cette décision. Et collective, c'est important. Et deuxième chose, on a vu là, je ne sais pas si vous avez vu, le syndicat de la DREAL qui est monté au créneau en disant, ben voilà, la FNSEA a demandé le déplacement d'une personne qui travaille au sein de l'administration sur le suivi des nitrates, et donc ce suivi des nitrates ne plaît pas à la FNSEA. La FNSEA dit, ben voilà, virez-moi cette personne. Et on vire. Voilà. Alors si c'est ça la concertation, ben on était dans cet esprit-là hier. C'est la suite logique. Mais qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui se sentent un petit peu perdues dans tout ça et qui... Pourtant, on est tous concernés par ce sujet, on est tous en fait victimes aussi des algues vertes, puisque comme vous dites, ça concerne l'eau et on boit tous de l'eau. Ouais. Donc qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont l'impression que ce sujet il leur échappe parce qu'ils comprennent plus, ils savent plus qui écouter, et puis on a aussi des discours qui reviennent souvent dans les médias mainstream. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ça? Ben d'abord, s'informer. Alors là, c'est toujours pareil. Essayer d'éviter toutes les informations qui sont sur le sujet, du type c'est les stations d'épuration qui sont responsables des marées vertes, et puis on entend, je ne vais pas faire la liste de tous les mensonges qui sont pratiqués sur le sujet. Donc il faut déjà faire le clair dans sa tête. Et pour faire le clair dans sa tête, il faut aller chercher les informations là où elles sont. Il faut aller les chercher du côté de la science et pas du côté de certains sites qui prétendent tout savoir, des experts à la mort moelleux qui prétendent tout savoir et qui ne savent rien. Donc déjà, il faut sourcer ces informations. D'où ça vient? Voilà, dans mon livre,
ben, toutes les informations sont sourcées. Je suis pas gentil avec des élus, hein. Ils m'ont pas attaqué en diffamation, ils pouvaient pas, hein. Je dis, ils font ça, c'était dans les journaux. Voilà. Donc, ils peuvent pas m'attaquer en diffamation. Je ne fais que dire ce qu'ils ont fait publiquement. Donc, c'est sourcé. Quand je parle des chiffres que je vous ai donnés, ces chiffres, c'est pas moi qui les ai inventés, ils viennent c'est le produit de travail scientifique. Donc, c'est la priorité d'où viennent les informations. Alors, c'est pas spécial à la lutte contre les marées vertes, c'est spécial à tout, absolument tout. Et les élections municipales, là, il y en a des informations qui pleuvent de tous les côtés. Si le citoyen, la citoyenne n'a pas les sources d'une information, il doit la mettre de côté. Qu'elle lui plaise ou qu'elle lui plaise pas. C'est un travail de rigueur qu'il faut faire. Bon. Et c'est cette rigueur qu'il faut avoir quand on est citoyen et citoyen. Donc moi, je comprends les gens qui sont un peu paumés parce qu'ils sont noyés sous des informations qui sont complètement contradictoires. Comment faire le tri là-dedans, quoi. Alors moi, je dirais, en disant, lisez mon livre, vous serez bien informés. Il y a quand même des bonnes enquêtes, c'est Splend aussi qui travaille Splend beaucoup. aussi, bien sûr, bien sûr. Et Donc, sinon, dans les médias, on entend quand même beaucoup parler des agriculteurs, mais peu des algues vertes. Est-ce que vous avez d'autres idées de médias qui sont intéressants, qui vont creuser le sujet plus loin? alors, déjà, il y a un média qu'il faut citer, hein. Ça fait quelques années là qu'il s'intéresse vraiment au sujet. Avant, il le laissait un peu de côté. Par exemple, il y a un média qu'on attendrait sur ce sujet-là, qui est complètement hermétique aux marées vertes, c'est Mediapart. Mediapart, marée verte, pourtant on a envoyé les documents, puis je suis pas seul. Bon, alors pourquoi, comment, difficile à savoir. Mais là, il y a un média numérique, c'est Reporter. Et donc, ils vont faire un reportage sur la rade de Brest et sur cette autre forme insidieuse des marées vertes, que j'appelle les marées vertes invisibles, quoi. Au fond de la mer, qu'on ne voit pas et qui provoque une dévastation pour la biodiversité, quoi. Et donc, ce média-là, il a un média de référence, quoi. Voilà, c'est pas dur, Reporter. Et puis, bon, il y a Splan, bien sûr, et il ne faut pas négliger non plus des grands quotidiens régionaux comme Ouest France et le Télégramme. Vous avez des journalistes maintenant qui réussissent à faire passer ponctuellement des articles concernant les marées vertes qui sont bien structurés et qui reprennent les analyses que l'on peut faire. Alors, bien sûr, 2 jours après, il y aura des informations tout autres, mais au moins ces informations seront passées. Il y a des journalistes dans les grands quotidiens régionaux qui font leur travail. Bon, quoi, il faut savoir les trouver, quoi. Voilà. Oui, puis ils prennent aussi beaucoup de risques, ces journalistes. Oui. Il y a notamment Reporters sans frontières qui a parlé de ça dans un article pour dire qu'ils avaient en fait en France jamais vu de journalistes qui s'étaient autant fait attaquer et menacer que Morgane Large et Inès Thérault. Ouais. Et que c'est un cas en fait qui est assez inédit en 2025 et 2026 d'en être encore là. Oui, dès qu'on touche aux intérêts du complexe agro-industriel en Bretagne, on prend des risques. Et Morgane Large, on a vu les risques qu'elle a pris, quoi. Oui. Déboulonner ses roues de voiture, c'est pas quand même anodin, quoi. Alors, c'est à la fois c'est un acte d'intimidation d'abord, mais ça peut être aussi, si on dévisse un peu plus, parce que si on dévisse un peu, les roues vont partir. Si on dévisse un peu plus, elles partent. Et là, tout peut arriver, quoi. Donc c'est vicieux, quoi, parce que y a une graduation, quoi, entre la menace certaine et puis au-delà de la menace, l'attentat, ni plus ni moins. Oui. Et en même temps, la menace, elle est aussi permanente, parce qu'aujourd'hui, elle disait que ça a changé sa vie. Quand elle rentre chez elle, elle ne peut plus prendre les mêmes routes. Son adresse, c'est à la commune, donc elle fait tout en fait pour qu'on ne puisse pas la retrouver. Bien sûr. Ça, je ne sais pas si vous avez vu un excellent documentaire, pour moi c'est le meilleur qui a été fait, hein, parce qu'il y a eu des documentaires sur les marées vertes, hein. Ça aussi, c'est un moyen d'information.
et documentaire qui a été fait par, c'était la 5. Et ils avaient fait ce reportage en 2000, publié en 2020. Et ça s'appelle toujours Bretagne, terre sacrifiée. Et dans ce reportage-là, on voit en direct les menaces que subit Morgan Large. On voit un tracteur qui passe et qui repasse parce qu'il y a une journaliste qui est là, qui filme et puis qui l'interroge, quoi. Et donc c'est véritablement une menace permanente qui est exercée sur elle. Et en plus, c'est une menace visible, pourtant elle dit que c'est compliqué d'être aidée et d'être soutenue. Et il y a en plus de ça d'autres menaces invisibles. Elle parle notamment de la radio Chris Braze, où elle travaillait, qui a perdu des subventions à partir du moment où elle a commencé à parler de ce sujet-là. Bien sûr. Et bien sûr, et vous savez, on ne se rend pas bien compte. Ce qu'il faut que le grand public sache, c'est qu'aujourd'hui en Bretagne, il y a une véritable. Alors, on en parle dans le film avec André Livreau, mon collègue. Il parle d'omerta. Il y a une omerta. Donc il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais il y a des pressions énormes qui sont exercées sur tous les réseaux de l'administration. Tout. Et donc, moi, j'ai dit, il n'y a pas seulement, il ne peut pas y avoir de pollution par les marées vertes s'il n'y a pas une véritable pollution institutionnelle. Pollution institutionnelle qui consiste à tout simplement dire des choses qui sont contraires à la réalité, donc des choses fausses, et ne pas les dire. C'est les deux, quoi. On dit ce qui est faux, et autrement, on tait ce qui est vrai. Et c'est cette politique-là qui est menée partout. Et le problème, c'est que les personnes dans ces administrations intègrent ces interdits et s'auto-censurent eux-mêmes. Voilà. Donc on n'a plus besoin d'un préfet de région ou d'un président de région en Bretagne ou d'un maire qui téléphone, bon, vous arrêtez vos côtés. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Hein. Mais on n'a même pas plus besoin de ça. Cette autocensure s'exerce par elle-même. Et donc, on la voit, y compris dans les médias, bien évidemment. Il y avait une citation comme ça dans le film qui disait « Les journalistes nationaux ne savent rien, mais ils peuvent tout dire, et les journalistes régionaux savent tout, mais ils ne peuvent rien dire. » Voilà. Cette citation, c'est ce qui se passe. Hein, et on voit bien, dans le film, les échanges entre Morgan Large et Inès Thérault sont tout à fait révélateurs de ça, quoi. Ouais. Il y a quand même une question qui est revenue hier dans le public. Les gens se demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle? Et là aussi, c'est assez polarisé entre le consommateur, le producteur, qui est vraiment responsable. Est-ce que c'est ce qu'on achète, ce qu'on consomme? Est-ce que c'est ce qu'on produit? Comment on règle le problème en fait? Alors, première des choses, le discours qui est entendu dans le film d'ailleurs, c'est vous, les consommateurs, les responsables et tout, ça suffit de culpabiliser les consommateurs. D'accord? Alors, bien évidemment, il faut tout faire pour le consommateur et une consommation plus responsable, comme on dit. Hein, autrement dit, moi, ça fait déjà des années que je n'achète plus un cochon breton. Hein. C'est évident. Hein. D'abord, je mange beaucoup moins de viande, et puis je ne risque pas d'aller acheter le cochon en promotion. Je regarde des prix. Il y a des producteurs qui sont quand même... Oui. Quand je dis cochon, c'est 98% du cochon, c'est du cochon industriel en Bretagne. Mais bien évidemment, si c'est du cochon sur paille et tout, c'est tout à fait autre chose. Hein. Donc ça, c'est sûr que le consommateur doit aussi se prendre par la main et être responsable. Bon, sauf que c'est pas si facile que ça, pour des raisons budgétaires. Bon, j'ai dit. Si vous n'acceptez pas de manger moins de viande, c'est difficile pour beaucoup de budgets d'acheter de la viande effectivement plus chère. Hein. Bon, donc c'est sûr qu'il faut déjà changer ses modes alimentaires. Hein. Bon, je vois, j'étais avant un grand carnivore, bon, je le suis beaucoup. Je mange un peu de viande, mais beaucoup moins qu'avant. Je ne me porte pas plus mal. Hein. Bon, donc j'ai gagné de ce point de vue-là. Mais on le sait, c'est pas parce que les consommateurs vont être vertueux, d'ailleurs ils ne le seront jamais tous, c'est pas la peine, que on va changer le système. Il y a un système alimentaire en France
qui pousse à manger des produits bas de gamme, pas chers, rapides à consommer. Et donc, tant qu'on aura ce système qui est fait de circuits de production, de circuits de distribution, de circuits de publicité qui incitent à manger mal et malsain, bien évidemment, ça entretiendra le système. Et le consommateur, il aura du mal à comprendre les enjeux alimentaires qu'il est censé assurer lui-même en défendant ses enjeux alimentaires, en choisissant précisément ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. Oui. Et là, au niveau du... On a beaucoup de cochons en Bretagne, c'est 3 fois plus que d'habitants, c'est ça? Ou 4. Alors, là encore, il y a des chiffres. Il y a des chiffres, mais ceux-là, ils sont simples. 60% de la production de cochons française se fait en Bretagne. Alors, on est les rois du cochon, hein, on va être fiers. Non. Sauf que si c'est 60% de la production de cochons, moi je m'empresse de dire, ce qui n'est jamais dit, il suffit de réfléchir, c'est 60% de la production de lisier. Ben oui. Donc, en Bretagne, on produit 60% de la production de lisier française sur, les chiffres ont été annoncés hier, 4-5% de la surface agricole utile. Les terres cultivables en France, eh bien, si c'est le chiffre 100, on va les mettre en relation avec les terres cultivables en Bretagne, c'est le chiffre 5. Et donc, 60% de la production de cochons sur 5% de la surface agricole. Or, c'est sur cette surface agricole qu'on va épandre le lisier. Donc 60% du lisier français est épandu sur 4%, 5% de la surface agricole. Ça ne peut pas marcher. Automatiquement, ça va déborder de tous les côtés. Et c'est ce qui se passe. C'est facile à comprendre. Et chaque fois qu'on demande une réduction de cheptel, lever de bouclier, non, c'est pas possible du tout. Donc c'est ça qu'il faut faire. C'est faire en sorte qu'il y ait déjà moins de cochons produits en Bretagne. Bon. Or, on n'en prend pas la voie. Hein. Et comment est-ce que vous expliqueriez facilement le phénomène des algues vertes et ce qui se passe en fait pour que ça relâche autant de gaz? Alors, la production des algues vertes. La production des algues vertes, c'est les deux. Là. On part de l'eau et on arrive à ça. D'accord? Pour qu'il n'y ait plus d'algues vertes, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que l'eau que l'on boive soit de l'eau de source. De l'eau de source. Celle que vous achetez en bouteille, là, qui fait moins de 10 mg de nitrate par litre d'eau. Et si on n'a pas de l'eau de source, on a ça, les algues vertes. C'est comme 2 plus 2 égale 4. Donc c'est vraiment un problème qui nous touche au premier plan. C'est vraiment la question de la qualité de l'eau et de l'eau qui est fondamentale. Comment que ça se passe? Cette eau, elle tombe du ciel, elle est réceptionnée par les terres agricoles, elle lessive les terres agricoles. Si ces terres agricoles sont chargées d'engrais au-delà de ce que la plante qui est cultivée peut absorber, ça va raviner de la rivière jusqu'à la mer, d'autant qu'on a supprimé les talus, qu'on a drainé les terres, donc tout ça, ça va aller vite de la rivière à la mer, et si c'est des engrais pour les plantes terrestres, c'est des engrais pour les plantes marines. Et donc c'est comme ça qu'on a des algues vertes. Donc chaque fois que l'on cultive du maïs, on cultive des algues vertes. Bon, il faut que les pauvres tapent sur les pauvres, comme ça les riches se portent bien. Bon, c'est un grand classique, ça. Donc c'est un peu ça. En fait, ce qui est bien à comprendre, c'est ça que j'appelle le système. Ce qui est systémique, c'est un fonctionnement par strate. Il y a une strate qui est connectée à une autre, à une autre, à une autre. Et les strates ne sont pas hiérarchiquement égales.
elles sont bien hiérarchisées. Et donc, il y a une strate bien claire qui est celle des donneurs d'ordre. Les donneurs d'ordre, ce sont les coopératives, ça, on le voit dans le film, là, on voit bien, les coopératives, d'accord, coopératives agricoles qui jouent un rôle fondamental, tous les circuits de distribution d'argent, donc les banques, le circuit aussi des MSA qui intervient, et puis les vendeurs d'engrais, et tous ces services-là, qui sont des services commerciaux, sont prolongés par les administrations, qui leur donnent quitus. Et en fait, moi, dans mon livre, j'explique que, en gros, la Bretagne, il faudrait la diviser en quatre groupes qui sont inégalement composés de personnes. Il y a le groupe des prédateurs. Le groupe des prédateurs, c'est ce complexe agro-industriel. Prédateur, je prends la nature, c'est une proie. Je me gave avec ça et je ne veux pas savoir autre chose. C'est donc la FNSEA et tout. Et dans ce système agroalimentaire, il y a la strate supérieure et il y a la strate inférieure. Et la strate inférieure, c'est effectivement les exploitants agricoles. Et donc la question qui se pose, c'est de se dire, mais ils se rendent compte, on voit bien dans le film, la Manac, la violence, c'est le prix du lait. Ben oui, le prix du lait qui n'augmente pas et tout. Ben oui, mais pourquoi il n'augmente pas? Ben parce que les coopératives bloquent tout. Pourquoi les coopératives bloquent tout? Parce qu'il y a des profits à faire. Il faut bien payer le directeur de la coopérative 80 000 euros. Le chiffre est annoncé par mois. Donc, on voit bien que ce sont ces exploitants agricoles qui jouent contre leur camp, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui les tient? Il y a deux choses qui les tiennent. D'abord, il y a une question, je dirais, idéologique. Vous savez, quand vous menez une vie, vous avez besoin de donner sens à votre existence et sens à votre travail. On a souvent parlé d'ailleurs de ce travail qui n'a pas sens pour beaucoup de personnes et tout. Donc il faut donner un sens au travail. Et on a trouvé un sens au travail de ces pauvres exploitants agricoles qui en bavent là, à élever leurs cochons et tout, etc. On leur a dit, il faut nourrir le monde. C'est quand même, c'est pas beau ça, nourrir le monde. Voilà votre mission. Avant, c'était sauver les âmes. Tous les Bretons allaient missionnaires un peu partout. Aujourd'hui, c'est sauver les ventres. Bon, en gros, c'est ça. Donc, il faut toujours sauver quelqu'un. Donc, c'est une mission noble et qui nous l'est objectée, qui nous dit mais nous, on vous nourrit, nous, on nourrit le monde. Pourquoi vous nous en voulez? Donc déjà, là, je suis du bon côté, je suis du côté de ceux qui nourrissent les gens. Bon. Et deuxième des choses, c'est que ces exploitants agricoles, ils sont de toute façon piégés par le crédit. Ils ne peuvent pas sortir du système. Tout est fait pour qu'ils soient piégés dans le système. Comme les oiseaux là, que l'on piège avec de la glu, quoi. Ils ne peuvent plus sortir. Ils voudraient bien en sortir, mais ils ne peuvent plus sortir. Et donc du coup, comme ils savent qu'ils ne peuvent plus sortir, ils se rattachent à leur mission qui est de nourrir le monde. Et puis, il y a aussi une troisième motivation qui est importante, c'est qu'ils voient quand même que certains d'entre eux réussissent à faire fortune. Surtout le cochon, ça rapporte. Le lait, c'est ce qui rapporte le moins. Et donc, si on s'agrandit, on pourra, en fonction des conjonctions économiques, le prix du cochon qui a un prix intéressant, on pourra rembourser ces installations, ces investissements, et là, on pourra gagner de l'argent. Parce que vous avez des gros exploitants porcés qui gagnent beaucoup d'argent. Et ceux qui vont gagner beaucoup d'argent vont être ceux qui vont être reconnus dans le système, qui vont avoir des postes à responsabilité, à LFNSEA, à la Chambre d'agriculture et tout, qui leur permettra de gagner encore plus d'argent. Donc ceux-là, du coup, sont intéressés. Et du coup, ceux-là ne sont plus les idiots du système. Ils en profitent. Donc c'est ça le système agro-industriel. Et donc finalement, on se rend compte que du plus haut jusqu'au plus bas, tout le monde pédale dans le même sens. Même s'il y a les petits braquets et puis les gros braquets. Et donc c'est comme ça que le système, il continue, il tient. Voilà.
oui. J'avais fait 6 ans d'ailleurs, je ne l'ai pas vu, mais débattu avec un exploitant agricole qui était un laitier, donc produisait du lait, quoi. Puis il y a eu la crise du lait en 2017 ou 2018, je ne me souviens plus. Et donc là, ben, le lait valait plus rien, donc il le jetait à la rivière, il le jetait n'importe où. Et lui, je traduis ses propos, hein, je reprends ses propos, il a dit non mais attends, mais on nous prend pour des cons, quoi. Vous avez vu les coopératives, combien ils nous rachètent le lait et ils veulent rien entendre et tout. Non, c'est plus possible. Moi, je peux plus continuer comme ça. Et donc, il a réussi à sortir du système. Et il a fait de l'élevage sur prairie. L'élevage, qu'est-ce que c'est traditionnellement? Et l'élevage sur prairie, le gros avantage, c'est que ça coûte rien. Vous laissez pousser l'herbe, mettez du maïs, pas du maïs, pardon, surtout pas du maïs, du trèfle, c'est le système pochon, hein, qu'on connaît bien, là, du trèfle qui va alimenter du régras ou de l'herbe, et les vaches vont manger de l'herbe, comme elles le faisaient avant. Et donc, on n'a plus besoin de maïs, on n'a plus besoin de cultiver le maïs, de le récolter, de le stocker, on nourrit les vaches comme ça. Et on laisse des périodes de l'année où la vache ne produit pas de lait. On lui laisse un temps de repos. Et donc, c'est un système qui rapporte moins d'argent que le système intensif, mais qui en dépense 10 fois moins. Donc, on est gagnant. Et bien, cette personne-là, elle s'est engagée dans ce système dit CEDAPA, système sur herbe, et puis maintenant, elle fait de l'agriculture bio. Voilà. « 1970. C'est marrant parce que c'est l'époque, c'est vraiment un concours de circonstances. C'est l'époque, 1970, où les premières marées vertes sont déclarées. Alors, ce qui est conventionnel aujourd'hui, qui est posé comme étant... Alors, ils ne disent pas quand même que c'est une culture qui a toujours été pratiquée, au contraire. Ils disent, nous, on est modernes. On ne fait pas comme avant, là, bon, avant, ils faisaient n'importe quoi, mais nous, on est modernes. C'est le progrès. C'est le progrès, c'est le progrès. Et puis le progrès technique et tout. Alors, je ne sais pas si vous lisez de temps en temps cette revue, ça fait un moment que je ne l'ai pas lue. La France agricole. C'est je dirais, le journal officiel du complexe agro-industriel, quoi. Bon. Et donc, il faut lire ça, quoi. Alors, il y a des pages entières sur les manières modernes de cultiver, avec GPS, avec nouvelles mécaniques et tout. Et les exploitants agricoles disent aujourd'hui, nous sommes plus des paysans, nous sommes des exploitants, nous sommes des entrepreneurs. Voilà. Des entrepreneurs, et nous ne faisons plus comme papa et maman, là, c'est fini, nous sommes modernes, donc nous avons une nouvelle culture qui a été le maïs, qui a été apportée, qui est apparu comme étant quelque chose de complètement moderne, et l'élevage intensif hors sol. L'élevage intensif hors sol, il vient des Hollandais et des Danois. Et donc c'est ce système-là qui a été après implanté, qui aujourd'hui, qu'on retrouve un peu partout, quoi, et qui se fait appeler agriculture conventionnelle. Alors qu'il y a un siècle, cette agriculture-là n'existait pas. Il y a même, on peut dire, avant-guerre, cette agriculture n'existait pas. C'est avec les mêmes molécules qu'on fabrique des explosifs et qu'on fabrique des engrais. C'est pour ça, d'ailleurs, vous ne devez pas vous en souvenir, moi non plus, parce que j'étais quand même pas né, je suis vieux, mais il y a des limites. En 1947, je crois, ou 48, il y a eu l'explosion, mais gigantesque, d'un bateau en rade de Brest, qui, justement, transportait des ammonitrates. D'ailleurs, AZF à Toulouse, c'est ça. AZF à Toulouse, ça a explosé. C'était quoi? C'était des engrais. Donc effectivement, c'est hautement... on peut utiliser des engrais pour fabriquer des explosifs. Donc oui, il y a eu une reconversion des industries de l'armement
pour fabriquer des engrais. Oui, oui, c'est pas surprenant. Alors aussi intéressant de savoir qu'il y a eu une reconversion des usines chimiques comme Bayer qui sont passées du gaz Zyklon pour bien sûr empoisonner et intoxiquer et tuer des millions de juifs aux pesticides et aux médicaments. C'est les mêmes entreprises. Donc bon, c'est toujours le même système de la reconversion industrielle. Alors, bon, c'est un jeu capitalistique classique. Il n'y a pas d'argent à perdre, donc il faut le reconvertir. Et donc hier, en fait, il y a des agriculteurs qui se sont attaqués à vous, et à travers vous, ils se sont attaqués à tous ceux qui luttent contre les algues vertes. Oui. Donc avec tout ce que vous nous dites là sur le lobbying et tous ceux qui profitent de ce système-là, est-ce qu'en fait l'idée, ce serait pas de réussir à les emmener dans votre lutte pour leur montrer que en fait vous faites ça aussi pour eux et qu'on est ensemble et que c'est pas le problème ne vient pas en fait de ceux qui luttent contre les algues vertes, mais de ceux qui profitent de ce système. Alors, à ça, je réponds, quand on est enfermé dans un système, on n'en sort pas. Voilà. C'est ça. Le dialogue qu'on peut avoir avec des exploitants qui sont, bien sûr, jusqu'à là, parce qu'ils ont des dettes et qu'il faut qu'ils les remboursent et tout, ou s'ils n'ont pas de dette, c'est qu'ils profitent largement du système. Donc ces personnes-là n'ont pas intérêt à apporter un crédit à ce que leur dit. Et, on est dans l'impossibilité d'un dialogue. Et du coup, on peut pas changer les choses sans eux. Alors, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une force publique qui existe. La force publique, aujourd'hui, on le voit, là, elle est couchée, c'est ce que je dis dans mon livre. Il y a des prédateurs, il y a les prescripteurs. Les prescripteurs, ce sont ceux qui sont chargés de mettre en œuvre les lois de la République. Ces prescripteurs, ils se couchent devant les prédateurs. C'est la loi du prédateur qui s'impose, par l'intermédiaire des prescripteurs, à tous ceux que j'appelle les souffres-douleurs, c'est-à-dire le grand public. Et puis, il reste à côté de tout ça des objecteurs comme nous. Voilà. Donc il y a les prédateurs qui dirigent tout, les prescripteurs qui devraient diriger et qui ne dirigent pas, qui se laissent diriger par les prédateurs, puis les souffres-douleurs, ceux qui comprennent pas trop ce qui leur arrive, quoi, et puis qui souffrent dans tous les sens du terme, et puis des gens comme nous, objecteurs, qui disent attendez, non, il faut changer. Alors comment faire pour changer? J'aurais expliqué, hein, on a fait des propositions, nous. On dit ouais, vous êtes toujours contre tout et tout. On a fait des propositions. J'en ai parlé un peu hier rapidement. On a fait des propositions. On a fait en 2010, on avait construit un projet qui s'appelle SPQR. Alors pour les latinistes et puis les historiens, SPQR, c'est Senatus Populus que Romanus. D'ailleurs, c'est dans Astérix. Hein. C'est la devise des armées romaines, de la République et de l'Empire romain. Bien. Nous, c'est service de la protection de la qualité des rivières. Et donc, on a dit, voilà, il faudrait qu'il y ait une SCIC, Société d'intérêt collectif, ça existe depuis 2000, ça a été fondé par le gouvernement Jospin de l'époque, qui fait qu'on met dans une société des particuliers, des associations et des élus. Et on fait en sorte que cette SCIC produise collectivement un bien qui sera ensuite vendu et tout au profit de ces SCIC. Et donc, nous, ce que l'on souhaitait, c'est que on dise aux exploitants agricoles, voilà, on va vous prendre là sur un bassin versant déjà, il faut commencer par un petit bassin versant où il y a 130, 140 agriculteurs. On vous réunit tous et d'ailleurs, je fais un scénario de politique fiction dans mon livre, sur la base de ce scénario. Et on les réunit tous et on leur dit comme ça, voilà, désolé, aujourd'hui, la puissance publique, c'est nous. Donc, il ne faut pas que ce soit des prescripteurs qui soient couchés devant les prédateurs. La puissance publique, c'est nous. Nous sommes les représentants du peuple, ça la République, hein,
et on vous dit, vous ne pouvez plus pratiquer les cultures que vous pratiquiez. Il faut changer. Par contre, si on vous oblige à changer, il faut qu'on vous accompagne. C'est normal. Si vous dites à quelqu'un, vous n'avez plus le droit de faire quelque chose, faut pas après lui dire débrouille-toi. Donc, vous changez, vous faites plus de maïs, vous faites plus de l'élevage intensif et tout, etc. Bon. Et donc, ce que l'on fait, on rachète vos dettes, déjà, c'est important. Et ce que l'on fait, on vous dit, eh bien, vous allez essayer de nouvelles cultures. Et ces nouvelles cultures, nous, on vous les subventionne de puissance publique. Si on vous demande de ne plus faire ça, eh ben, on va subventionner d'autres cultures. Par exemple, l'argent de la PAC, plutôt que d'être utilisé à faire du maïs, on l'utilise pour faire de nouvelles cultures. Alors, quelle autre nouvelle culture? C'est pas à nous de dicter les nouvelles cultures. On n'a pas habilité à ça. Il faudrait qu'au sein de cette SCIC soient discutées les nouvelles cultures qui pourraient être faites, qui soient beaucoup moins polluantes. Et on les connaît. C'est par exemple la luzerne. La luzerne est utilisée à Contrexéville. À Contrexéville, c'est l'eau potable. Et donc, comme c'est de l'eau potable, on va mettre du maïs tout autour. Ça, c'est interdit. Donc, on met des cultures comme la luzerne qui sont beaucoup moins polluantes. Et puis, qui produisent même de l'engrais par des tubercules dans la terre. Bon. Donc, c'est vraiment une culture adaptée, qui était utilisée avant l'arrivée du maïs. Il faut le savoir. Et on faisait avec de la luzerne des boules qui étaient données aux animaux. Et puis, bon, le maïs est arrivé à supprimer toute cette économie de la luzerne. Bon, il y a la luzerne qui peut être essayée. Et puis, il y a deux autres cultures qui ont fait la richesse de la Bretagne, le chanvre et le lin. Qu'on essaye ces cultures. Et puis, on dit à l'exploitant agricole, voilà, tu vas pratiquer de nouvelles cultures, mais on va t'aider. Tu auras des conseillers agricoles. Et les conseillers agricoles, il ne faut pas qu'ils viennent de la chambre d'agriculture, parce que la chambre d'agriculture, c'est à fond l'agriculture intensive. Donc il faut que ça vienne de l'INRA. Il faut qu'il y ait des gens de l'INRA qui patronnent toutes ces nouvelles cultures, et puis aident les exploitants agricoles à faire de nouvelles cultures. Et avant tout ça, on demande à l'exploitant quel est son revenu. On peut le connaître, le revenu, hein, pas le chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, il est grand comme ça, et puis le revenu, il est petit comme ça. Hein, parce qu'il faut payer tout le monde, il faut payer la coopérative, il faut payer les marchands d'engrais, les marchands de mécanique et tout. Quel est ton revenu? Sur la base de ce revenu, eh bien, on te le garantit. Donc, les cultures, au bout d'un an, eh bien, il faut qu'elles te rapportent ce que tu avais avant l'année précédente. Voilà. Donc, tu fais de nouveaux essais, et donc, on prend en charge l'économie et puis la valorisation de tes cultures, et la collectivité, si tu es en déficit, paye la différence. On fait ça sur 4 ans, 5 ans, 5 ans c'est bien, pour voir comme ça un exploitant agricole qui va faire plutôt du lin, un autre qui va plutôt faire du maïs, un autre qui va plutôt faire la luzerne ou d'autres cultures. Hein. Je donne des exemples. Hein. Eh bien, on voit quelles sont les cultures les moins fournisseuses d'excédent d'azote pour qu'on arrive à moins de 10 mg de nitrate dans l'eau. Et donc, à l'issue de ces expériences diverses et variées, il peut arriver à un moment donné qu'un exploitant qui a bien compris comment cultiver ces nouvelles cultures, il fasse du bénéfice par rapport à son chiffre d'affaires de l'année zéro. Eh bien, s'il fait du bénéfice, c'est pour lui. Garde pour toi. C'est pas un mauvais plan, ça. Je l'ai présenté devant une assemblée, d'élus, de représentants syndicaux, agricoles, d'élus et tout. J'ai regardé tout le monde, à un moment donné, je rigolais, j'étais un martien. Je voyais bien, ça déconnectait de tous les côtés. Ils ne pouvaient pas comprendre. Je leur proposais un autre système. Ils étaient dans un système. Et donc, s'il n'y a pas ce moyen de la puissance publique pour aider les gens à sortir d'un système, et il y a quelques exceptions dont je parlais tout à l'heure, mais ces exceptions, c'est pas la règle.
Et c'est ça. Moi, je vois pas d'autre système. Moi, j'entends ça souvent chez les vieux d'ailleurs, comme moi. Je veux dire, ah ouais, mais avec les jeunes, ça va changer et tout, etc. Mais ça changera pas si on apprend les mêmes conneries aux jeunes qu'on a appris à leurs parents. Bon, et là, tout dépend des écoles agricoles. Si vous prenez le lycée de Sucigno, à Morlaix, je vais intervenir encore au lycée Sucigno. Je suis allé, on m'appelle. Pourquoi? Parce que c'est un lycée agricole avec des formations environnement. Donc ça change tout. Et donc ils ont tout un système de culture bio là autour. Et puis ils nourrissent avec ça. Donc c'est un système agricole vertueux. Bon. Mais si vous prenez le lycée agricole de Pommery-Jaudy, Pommery-Jaudy, c'est du côté de Tréguier. Là, c'est un lycée agricole privé. Là, je peux vous dire que ceux-là qui ont voulu me rentrer dedans, dont je parlais hier, après la projection d'un film il y a 3 ans, hein, eh ben, ils sortaient de l'école de Pommery-Jaudy. Et on leur apprend quoi? On leur apprend ce que leurs parents ont appris. Hein. Donc, ceux-là, c'est pas la peine, hein. Ils sont formatés. Voilà. Donc c'est une anecdote révélatrice. Quoi. Bon. Donc effectivement, ça c'est à changer. Et heureusement. Mais du coup, j'ai l'impression qu'avec ce problème-là, on parle beaucoup de ce qui va pas et qu'en fait, l'idée, ça pourrait aussi être d'inspirer les gens et de leur montrer que l'avenir, il peut être autrement et que ça se fait déjà. Bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr, bien sûr. C'est pas moi qui vais dire qu'il ne faut pas valoriser ces tentatives qui sont faites et puis qui sont des fois réussies, de jeunes qui s'installent et puis qui veulent donner un sens à leur travail et qui abandonnent les grandes entreprises. Voilà. On a un peu exagéré le phénomène. Hein. Il n'y a pas eu quand même des légions et des légions d'ingénieurs qui ont tout abandonné. Mais il y en a eu. Et il y en a eu qui sont très contents, qui trouvent un sens à leur travail, en se lançant dans des exploitations bio, ou pas bio, mais faire autre chose, bien sûr. Mais c'est plus facile quand on n'est pas dans le système, quand on n'est pas issu du système. Et souvent, c'est le cas. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas de l'agricole, et puis qui finissent par se lancer comme ça dans l'agriculture. C'est de très belles expériences, bien sûr qu'il faut les encourager. Le problème, c'est que les pouvoirs publics, ils n'encouragent pas ça. Ils n'encouragent pas. Pour être reconnu exploitant agricole, il faut avoir tant d'hectares. Or, si vous voulez cultiver 2 ou 3 hectares, alors là, on les voir habiller. Hein. Bon. L'agriculture bio, l'agence bio, elle est en voie de suppression par le gouvernement actuel. Hein. Bon, donc, rien n'est fait pour aider l'agriculture bio et d'autres modèles agricoles. Et bien sûr que c'est cela qu'il faudrait faire. Il va sans dire. Sauf qu'aujourd'hui, il faut bien reconnaître que ces modèles agricoles alternatifs, qui sont extrêmement prometteurs, ils concernent très peu de la production et très peu de la surface cultivée. Puisque c'est pas les centaines d'hectares que peuvent avoir une grosse exploitation intensive. Quoi. Mais même s'ils sont très minoritaires, ils peuvent quand même inspirer. Et il y a beaucoup de gens qui disent mais c'est utopiste, c'est impossible, alors qu'en fait, il y a quand même certains cas qui montrent que ça pourrait se faire. Ben oui. Bon, je ne dis pas que c'est utopiste. Je veux dire en plus que c'est d'autant moins utopiste que c'est ça l'avenir. Parce que même à l'échelle de la planète, il arrivera un moment, bon alors tous les agronomes le disent, hein, les sols s'épuisent littéralement, donc ils sont obligés de les gaver de nitrates, la biodiversité s'effiloche de tous les côtés, l'avenir n'est pas dans l'agriculture intensive, hein. L'avenir est dans ces modèles alternatifs, bien évidemment. Sauf que aujourd'hui, eh bien, économiquement, ils ne sont pas intégrés à ce que veut la force publique. Le problème, c'est que, et là, il est politique, hein, je suis désolé de le dire, je l'ai dit hier, on va dire, les associations font de la politique. Moi, je ne peux pas couper le cheveu en 4. Qui c'est qui défend ce système agroalimentaire intensif? Sur l'échiquier politique, ça va du PC jusqu'à l'extrême droite. Hein.
Bon, j'attends qu'on me prouve le contraire. Enfin, bon, c'est tout. Et qui c'est qui y est opposé? Ben, vous avez deux forces politiques qui sont opposées, les Verts et LFI. Bon. Alors, la preuve, c'est qu'on a demandé à faire une commission d'enquête parlementaire sur les algues vertes. On a demandé cette commission d'enquête parlementaire. Ce qui est normal qu'en 50 ans de marée verte en Bretagne, ben la représentation nationale vienne un peu mettre son nez dedans et voir pourquoi il y a encore des algues vertes en Bretagne, avec tous les millions qui ont été donnés pour ça, quoi. Donc c'est quand même une question importante. Eh bien, qui c'est qui porte cette demande de commission d'enquête parlementaire? Tous les députés des filles, tous les députés verts. En dehors de ça, pas un député. Bon, si ça, c'est pas politique, qu'est-ce que c'est? Enfin, et alors, bien sûr, je les ai sollicités, en tant que président, l'association Sauvegarde Trégor Golopatiev, et puis je leur ai dit, monsieur les députés, mais pourquoi vous ne signez pas cette demande de commission d'enquête parlementaire? Parce que pour que cette commission d'enquête parlementaire puisse être menée, il faut, ce qui est normal, hein, qu'elle soit transpartisane. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait que deux partis qui la présentent. Il faut qu'il y en ait plusieurs représentés à l'Assemblée nationale qui la demandent. Personne ne bouge. Et donc, tant que le Rassemblement national, les Républicains, les macronistes, les socialistes, les communistes n'interviennent pas, refusent de répondre, bah, bien sûr, il n'y aura pas de commission d'enquête parlementaire. Pourquoi vous ne voulez pas faire la lumière sur toute l'histoire des marées vertes? Expliquez-moi pourquoi. On en revient, le déni, le refus de voir la réalité, et puis surtout ne rien dire. Non, continuons comme avant, parlons pas trop des algues vertes, parce que dès qu'on parle des algues vertes, c'est la face émergée de l'iceberg, et donc quand on creuse un peu, on plonge en plein dans le système agro-industriel. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Moi, j'aime bien parler de faits. Si vraiment vous êtes pour un nouveau système et tout, commencez déjà à faire cette enquête parlementaire pour connaître tous les travers qui se sont produits en 50 ans pour essayer de sortir de cette ornière et arriver à faire autre chose. Si vous ne voulez pas connaître tout ça, bah, je ne peux pas dire que vous avez envie de changer de système. Au contraire. Et là, donc, vous avez passé des années à essayer de lutter contre ça. On le voit dans la BD, on le voit dans le film, c'est beaucoup de sacrifices. Donc, qu'est-ce qui vous motive et pourquoi vous continuez? Alors, Inès Léraud a dit moi, si c'est à faire, je ne le referai pas. J'ai entendu ce discours aussi de la part de Paul François, qui a défendu, qui s'est beaucoup battu contre Monsanto, oui. Qui a été intoxiqué par le lasso, qui était un pesticide qu'il utilisait, c'était inconventionnel. Il dit, je ne recommencerai pas. Je ne suis pas du tout dans cet état d'esprit. Alors, bon, je n'ai pas non plus la même vie qu'Inès Léraud et que Paul François. Hein, bon, donc, faut voir jusqu'où les comparaisons. C'est le genre de questions que je ne me pose pas. Ma formation philosophique m'a appris à poser des questions. Mais elle m'a appris aussi à éviter de poser des questions qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien de se poser le matin. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis bien dans la bonne voie? Non, mais il faut trouver quand même l'énergie de le faire. Ben, si on ne se pose pas déjà la question pourquoi je fais ça, pourquoi je ne fais pas ça, ça c'est la manière de débrancher le moteur à énergie. Hein. Bon, déjà, si on ne se pose pas cette question complètement inutile, ben, on a moins le risque de perdre de l'énergie. Et puis, il faut organiser son énergie. Moi, je ne passe pas ma vie quand même au milieu des algues vertes. Je me ménage des temps, tout le matin d'ailleurs, des temps de réflexion à autre chose et tout. Bon, j'ai acheté hier à la librairie Albertine un livre qui n'a rien à voir avec les marées vertes, les grandes découvertes, comment on les repense aujourd'hui et tout. Ben voilà, j'ai un champ d'activité ouvert. Je ne suis pas polarisé seulement là-dessus. Même si ça me paraît important, parce que, je le dis, c'est tout simple, hein,
C'est un petit peu, c'est même beaucoup reprendre le principe de responsabilité de Hans Jonas, qui est un philosophe allemand, là, de l'école de Francfort. Bon, c'est un copain à celui qui vient de mourir, là aussi, philosophe allemand. Ben, mon idée, elle est simple. Hein, c'est le grand discours du Sachem, le discours du grand chef indien, à qui le président des États-Unis dit, voilà, on vous a confié une réserve et tout, mais bon, on va vous la raccourcir un peu, on va vous acheter des terres, comme ça vous dégagerez de cette réserve et on pourra les exploiter. Et le grand chef répond au président des États-Unis, il dit, mais qu'est-ce que vous nous racontez? Acheter des terres? Ça n'a pas de sens. On n'achète pas des terres. Acheter des terres, c'est acheter sa mère. Ça n'existe pas. Nous appartenons à la terre, nous. C'est pas la terre qui nous appartient. Nous appartenons à la terre. Oui, nous appartenons à la terre. Et donc, nous faisons que passer dans la maison terre. Quand on passe dans la maison terre, il faut quand même avoir un peu de propreté, quoi. Et donc, il faut tout faire pour que quand on s'en va, la maison soit aussi propre qu'en rentrant. Au moins aussi propre, même s'il n'était pas propre. Moi, j'ai connu la Bretagne sans marée verte. Je peux vous dire que c'était mieux, même s'il y avait d'autres formes de pollution. Et donc, je ne vois pas pourquoi il faudrait que je me désintéresse de la saleté que produisent les marées vertes et que la biodiversité, la destruction de la biodiversité que ça provoque, qui est bien évidemment complètement tue, mais qu'on va mettre de plus en plus sur le devant de la scène. C'est dire aux Bretons, ah, vous aimez la Bretagne? Et vous avez vu, vous chiez dedans. Eh désolé, moi, c'est pas comme ça que j'ai été élevé. Quand je vais chez les gens, quand je vais dans une maison, je me tiens propre. Et quand je m'en vais, je tiens à ce que la maison soit propre. Et comme je m'en irais, il faut que la maison soit propre, au moins pour ma petite fille qui a 4 ans. Voilà, c'est tout, ça me suffit. Pas besoin de plus, moi. La société est clivée. Bon, on peut pas dire que la société bretonne est tout pour ou tout contre. Et il est bien évident que quand on se retrouve dans des zones comme la Coperle, c'est bien dit dans le film, hein, Rosie Aufray qui dit, ici c'est monsieur le maire, ici c'était notre meilleur ami éleveur de cochons, ici c'était une autre amie qui travaillait à la Coperle, qui est la coopérative. Ici, tout le monde travaille dans l'agroalimentaire. Donc, bien évidemment, il y a bon nombre de personnes qui rechignent un peu à se battre, même si au fond d'elles-mêmes, elles sont torturées, quoi, hein. J'ai rencontré une jeune comme ça, qui travaillait à la Coperle, quoi. Sur le marché à Saint-Brieuc, on faisait signer des cahiers de doléances, là. Et elle voulait pas signer, je comprends parfaitement, quoi. Puis c'était son copain qui lui disait, mais si, non, je peux pas, quand même, je peux pas. Elle était à fond, d'accord, pour dire qu'il fallait arrêter avec les marées vertes. Et si elle travaille à la Coperle, elle travaille dans une entreprise agricole, ça lui est pas facile, quoi. Donc il y a bon nombre de personnes, de Bretons et Bretonnes, qui sont piégées, qui sont, malgré elles, intégrées au système agro-industriel. Le système agro-industriel, c'est pas seulement les agriculteurs, c'est tous ceux qui travaillent à la Coperle, les coopératives, les abattoirs et tout, quoi. La question qu'on peut poser maintenant, mais que je vous allez faire maintenant, alors. On continue, hein. Quels sont les axes de combat? Maintenant, l'axe de combat, c'est procès au tribunal judiciaire de Brest. C'est-à-dire qu'on va porter plainte pour délit environnemental. Et donc, on va demander à un maximum de Bretonnes et de Bretons d'être plaignants. Notre association est déjà plaignante. Une autre association s'est jointe, Défense des victimes des marées vertes, et une autre encore, et puis on va faire monter la mayonnaise pour dire, mais plaignez-vous les Bretons, cherchez les coupables. Il y a des coupables, c'est pas normal qu'il y ait des délits environnementaux
et puis que les gens qui puissent se friser les moustaches et continuer à vivre normalement. Bon, il y a une dégradation de l'environnement, il y a les responsables, mais il y a aussi les coupables. Il faut les trouver, il faut les identifier. Ça peut être les présidents de région Bretagne, ça peut être un maire qui a laissé faire, par exemple, la pollution de sa rivière. Le maire de Huilion, en particulier l'ancien maire de Huilion, dont on voit le rôle dans le film, lui, il pourrait lui demander des comptes quand même. Moi, je pense quand même que le problème, c'est plutôt une corruption morale, quoi. C'est en fait des personnes, et c'est bien dit par le député là, que l'on voit dans le film, là. C'est en fait Burlot, quoi, qui est connu au Conseil régional. Et, on voit, c'est quelqu'un qui a des cas de conscience, quoi. Mais qui dit, bah oui, je suis pas toujours très fier de faire ce que je fais, mais je le fais. Voilà. Donc, c'est ça, ça c'est une forme de corruption éthique. Je ne devrais pas le faire, je le sais, mais je le fais. Et je ne le fais pas parce que je suis payé, mais parce que j'en tire profit, ne serait-ce que symboliquement. Être, avoir le poste qu'il a, avoir l'estime de ses collègues et tout, bon, c'est quand même une ascension sociale, quoi. Donc du coup, on se laisse corrompre, quoi. Plutôt que de dire non, je ne peux pas faire ça, c'est pas possible, bah, je suis gagnant parce que je suis reconnu, j'ai une responsabilité me fait que je suis un personnage et tout, connu. Bon, donc, voilà, jeter ma conscience morale. Ça, c'est une forme de corruption beaucoup plus insidieuse. C'est pas nécessairement l'argent. Je ne dis pas que ça ne peut pas rentrer en ligne de compte, hein, bien évidemment. Il y a ça, quoi. Quand on a un poste si haut, prestigieux, puis ça rapporte aussi financièrement. On va se leurrer. Donc voilà, c'est ici c'est les limites du système. Donc nous, en tout cas, c'est cette action-là. Maintenant, moi, je suis partisan de dire, écoutez, les Bretonnes et les Bretons, soyez responsables dans votre vote, quoi. Si vous voulez que le système agro-industriel soit transformé, qu'on fasse autre chose, y a des partis pour lesquels il ne faut pas voter. Parce que, justement, ils sont pour un système intensif qui produit les algues vertes. Donc il faut faire de la politique aussi, hein. La preuve qu'on fait de la politique, puisque commission d'enquête parlementaire, qui c'est qui la refuse? Les mêmes. Bon. Donc ce sont ces deux axes que l'on va maintenant mener. Donc il y a encore du grain à moudre.